Bonsoir, je vous souhaite bienvenue à tous. On a fait vraiment le plein ce soir. Je pense que les conférenciers sont tellement intéressants que tout le monde a bien voulu venir ce soir. Donc je vais passer la parole à Dr Rohani qui va présenter notre premier conférencier, Paana Moradam, qui est un des éléments les plus brillants de notre association depuis toujours. C'est son deuxième conférence. Elle nous a déjà fait une conférence quand elle était étudiante. Elle a été majeure, c'est une des plus fortes de notre association, elle est notre trésorière aussi. Allez, je passe la parole à Saïd, qui va présenter Paana. Bonsoir chers amis et chers collègues. Alors c'est un honneur de présenter Paana. J'ai beaucoup d'amitié, nous travaillons ensemble dans l'association, beaucoup d'amitié pour elle. Léon a déjà présenté Paana, qui est une des plus jeunes parmi nous, et une des plus brillantes, je dois dire. Alors il m'a dit, il ne faut pas dire ces choses-là, mais moi je le dis quand même. Paana, c'est une fille qui a fait des études brillantes de médecine parce qu'elle a été majeure au concours d'entrée des études de médecine. C'est un concours très difficile, certains d'entre vous doivent le savoir, pour ceux qui sont passés par là. Eh bien, c'est un honneur et je suis très, très heureux de voir, pour moi qui suis depuis presque 70 ans en France, eh bien, je suis très heureux de voir combien nos jeunes compatriotes réussissent dans les études, dans un pays comme la France, qui n'est pas un pays facile, du point de vue des études, en particulier pour la médecine. Alors, Paana a été reçue au concours de l'internat de Paris en 2019. Elle avait déjà terminé son externat à Paris et ensuite elle a passé un master d'immunologie à San Francisco. Actuellement, elle est assistante chef de clinique à Saint-Louis, l'hôpital Saint-Louis, qui est particulièrement réputé pour la dermatologie. Alors je lui passe la parole, qui va faire sa présentation. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. C'est un honneur pour moi aussi d'être là aujourd'hui et de faire cette conférence qui va porter sur l'impact des UV sur la peau. Alors c'est un sujet très très vaste, parce que la majorité des pathologies cutanées sont issues des UV. Donc on va aborder brièvement l'anatomie de la peau, les principales photodermatoses, donc les principales infections cutanées qui sont liées au soleil. Puis ensuite, on va discuter du photovieillissement cutané et des principaux cancers de la peau qui, comme vous le savez, sont liés aux UV. Donc la peau, c'est le plus grand organe du corps humain qui pèse jusqu'à 4 kg et qui mesure jusqu'à 2 mètres carrés. Il est donc constitué de 3 couches. On a en haut ici l'épiderme. Quand on zoome, l'épiderme est constitué de plusieurs couches. Tout en bas, on a les cellules basales. Quand elles sont altérées, c'est de là que proviennent les carcinomes basocellulaires. Au-dessus, on a la couche spinulosique. Donc, quand elle est altérée, c'est de là que proviennent les carcinomes épidermoïdes. Puis la couche granuleuse. Les cellules granuleuses vont progressivement perdre leur noyau et former ici la couche cornée, c'est ce qui est communément appelé la peau morte qui se décompose. Sous l'épiderme, on a le derme, qui est la couche la plus épaisse de la peau. C'est là où il y a toute la vascularisation, les glandes sudoripares qui participent à la sudation, le bulbe des poils. Et enfin, la dernière couche la plus profonde, c'est l'hypoderme, cette couche de graisse entre la peau et le muscle sous-jacent. Donc la peau, elle a plusieurs rôles. C'est tout d'abord une barrière physique et chimique. Elle a un rôle dans la cicatrisation. Elle participe également à la thermorégulation pour maintenir la température à 37 degrés. Elle participe également à l'équilibre hydroélectrolytique avec la sudation. C'est également un organe sensoriel important avec ici les cellules de Merkel qu'on voit tout en haut sur cette petite image avec une terminaison nerveuse. Et enfin, elle a aussi un rôle métabolique avec la synthèse de la vitamine D qui est directement liée aux UV. Je vais vous parler maintenant de quelques photodermatoses qu'on voit régulièrement en consultation. Par exemple, cette situation, là, c'est une patiente de 25 ans qui se présente fin mars pour ces plaques rouges qui apparaissent depuis quelques jours maintenant, qui démangent beaucoup. Donc on est face à une lucite
Donc une dermatose qui touche les zones photo-exposées, qui débute au printemps avec un rôle des UV, des premiers rayons du soleil sur une peau pas du tout préparée, avec des plaques qui sont très prurigineuses, donc qui grattent beaucoup. En France, dans les pays francophones, globalement, on distingue la lucite estivale bénigne de la lucite polymorphe, ce qui n'est pas forcément le cas dans les pays anglophones. Donc la lucite estivale bénigne, généralement, elle respecte le visage et elle disparaît au fur et à mesure que la peau s'adapte aux UV, alors que la lucite polymorphe, généralement, elle ne disparaît pas en été et elle atteint le visage. Les traitements, c'est des dermocorticoïdes, comme souvent en dermatologie, et pour prévenir les prochaines poussées au cours des étés suivants, on peut préparer les patients en leur faisant de la photothérapie. Donc c'est nous qui les mettons dans une cabine avec des doses progressives d'UV, ce qui permet de les préparer. Il y a une variante de cette lucite qui touche les jeunes garçons. Donc souvent, là par exemple, c'est un enfant de 10 ans qui a cette éruption qui apparaît fin mars, très prurigineuse, qui gratte beaucoup au niveau des oreilles. Et donc, c'est ce qu'on appelle une éruption printanière juvénile. C'est une variante de la lucite. Il y a un rôle particulier du froid associé aux rayons UV. Donc, c'est vraiment tout début du printemps. C'est plus souvent les garçons parce que les oreilles sont plus souvent découvertes chez les jeunes garçons et elles disparaissent rapidement au fur et à mesure que la peau s'adapte aux UV. Pareil, le traitement, si jamais le prurite est trop important, de mettre des dermocorticoïdes. Donc cette photo, généralement, elle est un peu plus parlante. C'est une patiente d'une cinquantaine d'années qui présente ces plaques-là, qui démange énormément, qui apparaissent dans les premières minutes, heures après une exposition solaire. On est devant une urticaire solaire. Donc l'urticaire, ça peut être spontané, arriver sans raison. Ça peut être induit par différents facteurs, le froid, l'eau, ici le soleil. Et donc ces plaques, elles bougent beaucoup, elles ne restent pas fixes, elles apparaissent très rapidement après l'exposition, elles grattent énormément. Et elles peuvent s'étendre même sous les zones protégées par les t-shirts ou les pantalons. Elles disparaissent aussi très rapidement. Et donc les traitements, c'est les antihistaminiques. Et là encore, on peut préparer la peau chez les patients qui sont très très invalidés en leur proposant une photothérapie, donc une cabine UV pour éviter les récidives. Là, c'est le cas d'un patient qui arrive vous voir mardi en consultation avec ces lésions-là au niveau des chevilles qui le grattent énormément et qui sont apparues depuis un jour. Là, la question à lui demander, c'est qu'est-ce qu'il a fait le week-end précédent. On voit que les lésions, elles sont vraiment très linéaires, qu'elles suivent des lignes droites, elles sont très figurées. C'est une autre variante de la même dermatose. Ce sont deux petits enfants qui ont eu ces plaques-là qui sont apparues au niveau des joues, qui grattent beaucoup. Et donc ça, c'est des photophytodermatoses. En gros, c'est l'association des UV sur des sèves de plantes variées qui fait ces lésions d'eczéma. Il y a beaucoup de plantes qui sont incriminées, notamment les figuiers. Chez les gens qui cultivent des figues, on a régulièrement ces lésions-là sur les mains. L'image avec les deux enfants, c'est la purée de panais qui a été vraiment très incriminée pendant une période. Il y avait beaucoup d'enfants qui avaient ces éruptions-là parce que le panais est très photosensibilisant. Et donc les plaques disparaissent généralement assez rapidement, comme une poussée d'eczéma avec un peu d'hydratation et de dermocorticoïdes. Elles peuvent laisser une pigmentation un peu brunâtre pendant quelques semaines. Là encore, les traitements, c'est des dermocorticoïdes. Là, on est devant un cas qui est assez fréquent, finalement, qu'on voit souvent. C'est un patient d'une trentaine d'années qui présente gros coups de soleil très, très invalidants. Donc c'est une phototoxicité. Il a pris un agent, un médicament, par exemple des anti-inflammatoires, certains antibiotiques, et s'est exposé au soleil après leur prise. Donc on a ces gros coups de soleil qui apparaissent sur les vols photo-exposés. Là on voit bien que la délimitation est assez nette, la délimitation du t-shirt. Elles apparaissent très rapidement et elles ne sont pas du tout liées au terrain. C'est une réaction que tout patient peut faire, n'importe qui. Et enfin l'évolution est très rapidement favorable, hein, c'est vraiment un grand coup de soleil. C'est à distinguer de ce qu'on appelle la photoallergie. Donc là, c'est le cas d'un patient qui avait appliqué des anti-inflammatoires en crème au niveau de sa cheville parce qu'il avait une cheville douloureuse et il s'est exposé au soleil par la suite. Donc là, il a une réaction qui est plutôt eczématiforme, qui met plusieurs jours à arriver, voire plusieurs semaines. Ça peut mettre jusqu'à 3 semaines à arriver. Ça peut s'étendre sur les zones qui n'étaient pas forcément exposées au soleil. Ça peut remonter un peu sur la jambe, sur le devant du pied. Ça met plus de temps à arriver, comme on a dit. Et c'est pas tous les patients qui font ça, tous les patients ne font pas un eczéma, c'est vraiment un phénomène immunologique, donc ça dépend du terrain de chaque patient.
Et donc contrairement à la phototoxicité qui disparaît très rapidement, là il y a une chronicisation qui peut se faire et des patients qui peuvent présenter des lésions d'eczéma assez... ça arrive souvent qu'ils présentent des lésions d'eczéma de manière chronique après ces expositions-là. Maintenant, je vais vous parler du photovieillissement cutané, qui est un sujet d'actualité en 2024 et qui concerne tout le monde. Donc, les UV pénètrent dans la peau. Donc, les UV qui pénètrent dans la peau, ils sont différents en fonction de leur type et de leur longueur d'onde. Donc, les UVC, ils sont quasiment tous arrêtés par la couche d'ozone. Donc, normalement, on n'en reçoit pas tellement, nous, sur Terre. Sauf qu'un des trous très importants dans la couche d'ozone, en Australie par exemple, ils en ont un peu plus. Les UVB s'arrêtent au niveau de l'épiderme, ils pénètrent moins loin dans la peau, et les UVA, c'est les UV qui pénètrent le plus profondément dans la peau, donc ils atteignent le derme. Les UVB ils sont principalement responsables du bronzage et des cancers cutanés, puisqu'ils ont un rôle majeur au niveau de l'épiderme et des kératinocytes. Les UVA, eux, ont un rôle majeur dans le vieillissement cutané, puisque, comme on va le voir, le vieillissement cutané provient surtout de l'altération dermique, donc assez profonde. Donc les effets aigus des UV, je ne vais pas trop m'étendre dessus, le coup de soleil que la plupart des gens ont déjà expérimenté, c'est principalement les UVB. Et ensuite, il y a le bronzage. Donc le bronzage en dermatologie, c'est déjà une réponse à une agression cutanée. Donc, en dermatologie, on déconseille globalement le bronzage. Il y a deux phases au bronzage. Une première réponse qui est assez immédiate, qui a un rôle principal, avec un rôle des UVA prépondérants, donc c'est dans les heures qu'on s'expose au soleil, on a une pigmentation en teint un peu hâlé, et ensuite on a une pigmentation plus retardée qui dure plusieurs semaines, qui met quelques jours à s'installer, et là c'est plutôt les UVB. Et donc cette pigmentation retardée provient du fait qu'au soleil, on a les mélanocytes, qui sont ces cellules avec des petites dendrites qui s'étendent entre les kératinocytes, vont être agressés par les UV, synthétiser beaucoup plus de mélanine. Cette mélanine va être transférée à tous les kératinocytes et donc la peau va être de plus en plus pigmentée pour essayer de la protéger et la rendre moins perméable aux UV. Alors on m'a posé la question plus tôt ce matin, les cabines UV, c'est majoritairement des UVA qui sont utilisés. Les UVA, ils confèrent un bronzage qui est beaucoup moins protecteur parce que la peau devient plus bronzée, mais l'épiderme ne s'épaissit pas beaucoup, contrairement au bronzage avec les UVB où l'épiderme s'épaissit également. Donc les cabines UV, c'est quelque chose qui est globalement déconseillé et qui favorise à la fois le vieillissement cutané et les cancers cutanés. Et les patients qui ont la peau très très claire, donc les patients qu'on dit de phototype 1, c'est souvent des patients avec la peau très blanche et les cheveux roux, ils synthétisent un type de mélanine qui est un peu différente, qui s'appelle la phéomélanine, qui participe un peu plus au stress oxydatif, et donc c'est une des raisons aussi pour laquelle les patients de roux, avec la peau très blanche, ont plus de risques de faire des cancers de peau. Et là, je vous ai remis rapidement ce qu'on appelle phototype, c'est pas forcément évident. Donc, les phototypes 1, c'est vraiment des gens qui vont tout le temps brûler au soleil et jamais prendre jamais bronzer. Et le phototype 6, au contraire, c'est des gens qui vont prendre rarement des coups de soleil et qui vont bronzer très facilement. Donc plus on a un phototype clair, plus on a un risque d'avoir des tumeurs cutanées. Donc maintenant, les marques du vieillissement cutané, on a en premier tout ce qui est l'antigine, mélasma, qui est un problème esthétique quand même important. Les patients s'en plaignent fréquemment. Donc c'est toutes ces petites taches pigmentées qu'on a sur les joues, sur le front, sur le décolleté très souvent, sur le dos des mains. On peut avoir aussi des rides très prononcées qui proviennent de la perte d'élasticité cutanée. C'est particulièrement visible au niveau de la nuque, des gens qui travaillent souvent au soleil, qui s'exposent beaucoup, c'est ce qu'on appelle une nuque rhomboïdale. Là on peut le voir, cette photo elle est assez connue, c'est une photo qui a fait le New England il y a quelques années. C'est un chauffeur aux États-Unis, qui donc conduire beaucoup aux États-Unis, avec la vitre sur sa droite qui arrêtait les UVB, mais les UVA passent la vitre, et donc on voit vraiment un photovieillissement très marqué sur la partie droite de son visage. Donc là, ils ont fait une étude également aux États-Unis en prenant des paires de jumeaux ou de jumelles qui avaient des conditions de vie différentes pour évaluer ce qui pouvait influer sur le vieillissement cutané. Donc là, la jumelle de droite, elle vivait en Floride, alors que celle de gauche, elle vivait plutôt à côté du Canada. Il y avait d'autres facteurs, hein. Celle de droite, elle fumait un peu plus, elle était un peu moins grosse, elle avait plus d'antidépresseurs. Donc il y avait d'autres facteurs qui jouaient. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est la perte d'élasticité cutanée avec ses rides très marquées, la nuque rhomboïdale, qu'on peut voir ici et ici. En troisième, il y a une atteinte qu'on appelle en dermatologie la maladie de Febvre et Racouchot.
c'est vraiment une atteinte caractéristique de gens qui se sont beaucoup exposés au soleil, qui ont une peau qui a beaucoup marqué au soleil avec ces comédons, ces points noirs qui sont souvent autour des yeux, sur les tempes. On peut en avoir en plus sur les faces latérales des coups. Il n'y a pas de... c'est esthétique. Ensuite, il y a deux atteintes qui sont plus rares, qu'on appelle la polyphéodermite civate. C'est vraiment, on va voir sur les photos, c'est plutôt, ça atteint plutôt les vaisseaux, c'est plutôt des plaques un peu rouges sur les faces latérales des coups. Et quand on prend beaucoup le soleil, forcément la peau finit par s'amincir, on peut faire des plaies plus fréquentes, donc on a une atrophie cutanée. Donc ça, c'est la polyphéodermite civate, avec ses faces latérales des coups assez rouges, on voit plein de petits vaisseaux. Et là, l'atrophie cutanée qui à terme fait des plis. Donc comme on a vu, le vieillissement cutané provient principalement des altérations du derme ici. Donc là c'est une peau d'une personne jeune qui a pris peu le soleil, et là c'est une peau qui a pris un peu plus le soleil d'une personne un peu plus âgée. On voit que le derme s'amincit, l'épiderme s'amincit aussi. On a une altération des fibres ici. Donc ça c'est des purement esthétiques, mais le risque principal des UV sur la peau c'est quand même les cancers. Et donc là on va revoir les trois principales tumeurs malignes cutanées. Et je vais aborder un petit peu la dermoscopie, qui est maintenant un outil qui est indispensable à tout dermatologue, et on l'utilise vraiment en pratique. C'est dur de se prononcer sur des lésions cutanées sans dermoscope. C'est intéressant d'avoir des notions de cette sémiologie. Donc le mélanome, c'est 4% des cancers tout confondus. Il y a environ 15 000 nouveaux cas par an. En France, l'incidence augmente comme toutes les tumeurs liées au soleil du fait à la fois du vieillissement de la population et de l'augmentation des UV. Là, l'incidence a été multipliée par 5 en 30 ans. Donc l'incidence est bien sûr variable dans les pays du monde. En Nouvelle-Zélande et en Australie, c'est presque 3 fois plus. C'est 34 nouveaux cas pour 100 000 habitants. L'âge médian, il est quand même relativement jeune, 56 ans. Donc c'est vraiment les mélanocytes qu'on voit ici qui s'altèrent et qui font ces tumeurs mélaniques qui s'étendent ensuite dans tout l'épiderme et qui peuvent bien sûr s'étendre en profondeur dans le derme. Donc les principaux facteurs de risque, c'est à la fois les UV cumulés tout au long de la vie et les gros bandes d'UV qu'on a eu de manière isolée qui font des coups de soleil répétés. Il y a, comme la plupart des tumeurs, si on a eu des antécédents personnels ou familiaux de mélanome, on est plus à risque d'en avoir. Il y a certains syndromes génétiques. Et comme toutes les tumeurs cutanées, plus le phototype est clair, plus on est à risque. Donc le pronostic est vraiment lié au stade. Le mélanome, c'est vraiment la hantise des dermatologues. Pour les mélanomes qui sont très limités, très petits, la survie à 5 ans elle est de plus de 90%. Mais quand on a un mélanome qui est métastatique, la survie à 5 ans est de 50%. Donc les critères cliniques qui sont souvent connus, on donne souvent comme moyen mémotechnique aux patients ABCDE. Donc tout grain de beauté qui est asymétrique, comme on voit ici, il est plutôt suspect. Un grain de beauté bénin, donc en évus, c'est souvent bien rond, bien symétrique. B pour bords irréguliers, donc quand les bords ils sont un peu comme grignotés par les mites, c'est suspect. C comme couleur hétérogène, donc quand on a une partie noire, une partie marron, une partie grise, une partie rosée, le tout dans le même grain de beauté, c'est suspect. Le diamètre supérieur à 6 mm, ça c'est un critère qui est le moins puissant de tous les critères, mais si on a une grosse tumeur, il faut la surveiller de près. Et le critère le plus important, c'est l'évolution. Quand les patients ils disent que voilà, mon grain de beauté évolue alors qu'il n'évoluait pas avant, c'est suspect, il faut quand même l'enlever. Donc les dermoscopes, c'est ce petit appareil qu'on a ici, que tous les dermatologues utilisent en pratique, qui grossit la lésion jusqu'à 100 fois. Donc ça nous permet d'avoir une sémiologie très particulière. Et donc quand on regarde une lésion au niveau de la peau, la première question à se poser, je vous ai dit avec le mélanome, c'est vraiment la hantise des dermatologues, c'est est-ce que la lésion est une lésion mélanocytaire. Donc est-ce qu'elle rentre dans le cadre grain de beauté sain ou mélanome. Et donc pour ça, il y a des signes particuliers. On peut voir ce qu'on appelle un pattern en réseau, donc c'est l'aspect de ruche d'abeille qu'on peut voir ici. En raison, la photo est un peu floue, mais on voit quand même. Ou un pattern en globule, donc c'est tous ces petits points marrons qui sont tous côte à côte. Donc ça, c'est deux grains de beauté qui sont tout à fait sains, mais c'est des lésions, c'est des mélanocytes. Il y a toute une déclinaison d'autres patterns, mais en gros, c'est les principaux qu'il faut retenir. Et ensuite, une fois qu'on est devant cette lésion qui fait partie du groupe de lésions mélanocytaires, donc grande beauté sans mélanome, est-ce que cette lésion est suspecte et doit être retirée? Et donc là, pareil qu'en clinique, on a des signes qui nous orientent vers une cause un peu suspecte.
Quand le réseau forcément est irrégulier, là on voit que ici il est très resserré, ici le réseau est les mailles sont beaucoup plus grosses. Quand pareil, les globules sont disposés de manière asymétrique. Là on a des zones avec beaucoup de globules vers cette partie-là, ensuite ici on n'en a pas du tout, ça c'est suspect. Il y a ce qu'on appelle un voile gris-bleu, qui est présent surtout sur les mélanomes assez volumineux, où on voit une grosse zone un peu grisée au milieu. Quand on a beaucoup de cicatrices, de zones cicatricielles blanches, qu'on appelle les lignes blanches brillantes ou les chrysalides, c'est pas spécifique, mais c'est un signe de tumeur qui évolue et qui se cicatrise, qui fait pause régulièrement. Et ensuite, quand on a des zones de régression, donc ça veut dire que la tumeur évolue, là il y a des zones qui sont redevenues un peu blanchâtres, plus claires. Et enfin, toute lésion où il y a beaucoup de choses mélangées, où on ne comprend plus, globalement, c'est suspect. Là, on a une zone très foncée, avec beaucoup de chrysalides, tout mélangé, c'est très irrégulier. Tout ça, il faut enlever. Bon, je vais pas beaucoup m'étendre sur la prise en charge, parce qu'on pourrait en parler vraiment pendant plusieurs heures. Le diagnostic se fait vraiment sur une exérèse, donc il faut vraiment enlever toute la lésion et jamais biopsier les lésions qu'on suspecte être de mélanome, puisque le pronostic est vraiment lié à l'épaisseur. Et pour évaluer l'épaisseur, il faut vraiment avoir la tumeur en entier. Voilà, donc ça c'est ce que l'anapath voit, et cette épaisseur-là, c'est le Brislow. Et donc en fonction de l'épaisseur, on va reprendre la cicatrice qu'on a déjà faite avec des marges plus ou moins grandes. Donc ça peut faire des cicatrices très très grandes quand on a enlevé une lésion qui faisait 1 cm et qu'on prend de chaque côté encore 2 cm, ça fait qu'on a enlevé quand même 5 cm de peau sur toute la longueur. On fait un bilan d'extension assez complet en fonction de l'épaisseur. La technique du ganglion sentinelle, pareil. Et pour les mélanomes qui sont métastatiques, donc maintenant on fait plus de chimiothérapie, on a de l'immunothérapie qui consiste à booster nos propres cellules immunitaires pour s'attaquer au mélanome, ou des thérapies ciblées. Voilà pour le mélanome. On va pouvoir maintenant passer au carcinome basocellulaire, qui est un carcinome une tumeur qui n'est plus gentille, globalement, qui est aussi beaucoup plus fréquente. C'est la tumeur maligne la plus fréquente, toute tumeur confondue. Elle n'est même pas dans les statistiques du cancer du sein, du pancréas, etc. Donc son incidence a également augmenté comme toutes les tumeurs liées au soleil, et la médiane d'apparition est quand même un peu plus élevée. C'est souvent des patients un peu plus âgés qui l'ont. Donc là, comme on a vu tout à l'heure, on a l'épiderme, et tout en bas on a la couche basale, et les carcinomes basocellulaires, ils sont ici, ils se développent vraiment à partir des cellules de la couche basale ici. Les facteurs de risque ici, c'est surtout les coups de soleil répétés. Donc les patients qui vont vous dire tous les étés quand j'étais jeune, j'allais au soleil et je me prenais beaucoup de coups de soleil. L'âge, l'immunosuppression bien sûr, et certains syndromes génétiques. Le pronostic est globalement très très bon. En carcinome basocellulaire, ça tue quasiment jamais. Le principal risque, c'est d'avoir des tumeurs localement avancées, donc c'est vraiment des ulcérations qu'on peut avoir sur les zones photoexposées au niveau du crâne, qui peuvent vraiment évoluer parce qu'elles sont négligées et atteindre le périoste, la dure mère. Ça c'est quand même moins de 1% des tumeurs, et les carcinomes métastatiques c'est vraiment exceptionnellement décrit, moins de 1% également. Cliniquement, le carcinome basocellulaire, c'est vraiment cette petite papule, ça ressemble vraiment à une petite plaque rosée, télangiectasique. Elle est très nacrée, on dit perlée, avec pas mal de vaisseaux. Ça peut être pigmenté, donc il faut se méfier, et ça peut être toute ulcération un peu chronique. Donc ça c'est important. Les patients ils vont souvent vous dire non, vous inquiétez pas, c'est la branche de mes lunettes qui fait que j'ai toujours une petite plaque qui saignote sur le nez, mais c'est souvent des carcinomes basocellulaires. Elle est exclusivement cutanée, elle ne touche jamais les muqueuses. Et il y a plusieurs formes cliniques. Donc les carcinomes basocellulaires superficiels qui sont la majorité des carcinomes basocellulaires, les nodulaires, on va voir sur photo juste après, et les sclérodermiformes, c'est des tumeurs un peu plus scléreuses qui infiltrent un petit peu plus le derme, et donc c'est plus difficile de tracer les limites avant de les opérer, donc c'est souvent des tumeurs qui récidivent le plus souvent parce qu'on arrive moins bien à les délimiter. Là c'est vraiment l'image typique du carcinome basocellulaire que les patients ils vont avoir sur le décolleté, le dos ou le visage. C'est vraiment cette petite plaque un peu rosée, perlée avec des petits vaisseaux. Là on voit bien une petite ulcération, on voit pas mal de petits vaisseaux. Là pareil, une petite plaque avec les petites télangiectasies qu'on voit bien. Et ça peut être vraiment une ulcération un peu chronique. Donc tout cela qu'on a vu, ça c'est des carcinomes basocellulaires nodulaires, parce qu'ils sont vraiment assez épais. Ça c'est des carcinomes basocellulaires superficiels. Alors celui-là il est un peu difficile parce qu'il est quand même franchement pigmenté, donc il faut se méfier d'une tumeur mélanocytaire justement. Ça c'est vraiment un carcinome basocellulaire superficiel plus évident cliniquement. Et donc ça c'est un carcinome basocellulaire
sclérodermiforme, et effectivement, c'est beaucoup plus difficile déjà de le mettre en évidence et ensuite de tracer les limites et d'être sûr d'être en exérèse complète et d'avoir des marges saines. Au dermoscope, il y a aussi pas mal d'attentes évocatrices du carcinome basocellulaire. C'est la sémiologie la plus riche, à mon sens, en dermoscopie. Donc la première chose à faire, bien sûr, comme je vous ai dit, on redoute toujours le mélanome, donc c'est être sûr qu'il n'y a aucun signe qui nous oriente vers une lésion mélanocytaire. Donc pas de réseau, pas de petits globules agrégés. Et ensuite, un des signes des carcinomes basocellulaires, c'est des nids ovoïdes ou des globules bleutés. On peut avoir ici, donc là on a notre tumeur, et puis là on a des petits points bleus. On peut avoir également des structures digitées, donc c'est ces structures qu'on voit en périphérie, souvent quand les carcinomes basocellulaires sont pigmentés. Donc là on voit vraiment comme le bout d'un gant. Et donc quand ces structures se regroupent à plusieurs, on a ce qu'on appelle des structures en roue dentée ou en feuille d'érable, qui sont des structures assez jolies qu'on voit moyennement là sur la photo. Mais ici, on voit vraiment ces structures-là appelées feuilles d'érable en référence au drapeau canadien. Et donc il y a d'autres atteintes qui sont non spécifiques, qui se retrouvent dans plus de tumeurs, mais qui évoquent quand même donc, ces vaisseaux qu'on voit souvent très bien dans les CBC, plus que dans les autres tumeurs. Les ulcérations, bon, ça peut être un peu toutes les tumeurs. Et ces lignes blanches qu'on a vues dans le mélanome tout à l'heure, qu'on peut aussi avoir, comme je vous ai dit, c'est vraiment un signe que la tumeur progresse, qu'elle fibrose, qu'elle se réulcère, qu'elle revient. Donc on les voit également assez bien ici, entre les structures digitées. Voilà, là je vous ai mis d'autres photos globalement, on voit beaucoup les vaisseaux sur la première ligne, on voit un énorme nid bleuté, donc ça pareil, c'est une tumeur cliniquement elle peut faire peur, on peut penser que c'est un mélanome. Là il y a pas mal de petits globules, des vaisseaux, ici des jolies roues dentées sur les tumeurs pigmentées. Les principaux diagnostics différentiels au niveau du visage, on va avoir les hyperplasies sébacées, qui sont ces petites papules jaunâtres qu'on a souvent par plusieurs sur les zones séboréiques. On a l'adénome sébacé, qui est une tumeur un peu plus rare, mais pareil, elle dépend des glandes sébacées et toutes les tumeurs annexiales. Donc ça, généralement, c'est l'anapathe qui fait le diagnostic, c'est pas nous. On fait la biopsie. Donc voilà, l'intérêt du diagnostic qui est histologique, bien sûr, et faire la biopsie au planche. Là encore, je ne vais pas vraiment détailler la prise en charge, mais globalement, c'est de la chirurgie pour quasiment toutes les tumeurs, et pour les tumeurs vraiment avancées, ça se discute au cas par cas, mais on peut faire des inhibiteurs de la voie Hedgehog, qui sont des traitements qu'on prend, c'est des comprimés qu'on prend et qui réduisent un petit peu la tumeur, mais généralement c'est un traitement assez suspensif, soit il y a un projet de chirurgie derrière après avoir réduit la tumeur, soit le patient est vraiment inopérable et en condition un peu compliquées. Et enfin, on va finir avec le dernier carcinome cutané, qui est le carcinome épidermoïde, qui est le deuxième tumeur cutanée la plus fréquente après le carcinome basocellulaire. Là aussi, l'incidence augmente. Ça touche souvent des patients encore plus âgés, c'est les patients qui sont autour de 75-70 ans, 75-80 ans. Et donc le risque de développer un carcinome épidermoïde pour un patient caucasien, il est quand même de 10% au cours de la vie, donc c'est pas négligeable. Donc là, le carcinome épidermoïde, on a la couche basale en orange, il se développe vraiment au dépend des cellules kératinocytaires qui sont à peu près au milieu de l'épiderme, qui sont dans la couche spinulosique. Donc pareil, ça se développe à la fois vers la superficie, vers l'épiderme et vers la profondeur. Là, le facteur de risque, c'est vraiment les UV cumulés. Donc ça va souvent être des patients qui ont vécu longtemps dans des zones très ensoleillées, la région PACA, ce genre de région. L'immunosuppression est un facteur de risque majeur, beaucoup plus que pour les autres tumeurs. Les patients greffés rénaux notamment greffés d'organes font beaucoup de carcinome épidermoïde. L'âge avancé, les plaies chroniques. Pareil, quand il y a des patients qui ont des ulcères des membres qui ne cicatrisent pas à certains endroits, il y a un endroit qui est un peu plus enduré qu'un autre, qui va un peu plus mal, il faut se méfier d'une transformation carcinomateuse. Le tabac et l'HPV, ça c'est commun à tous les carcinomes épidermoïdes de tous les organes. Donc le pronostic est globalement bon, la survie à 10 ans est de plus de 90%. Et donc la mortalité provient principalement des carcinomes épidermoïdes qui sont métastatiques, et quand même 4% de métastases ganglionnaires. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment l'histoire du carcinome épidermoïde, c'est une histoire qui se développe sur plusieurs années. Au début, on va avoir une altération de quelques cellules ici de l'épiderme, on est au stade de kératose actinique. Là, on traite facilement en consultation, puis la tumeur se développe mais reste dans l'épiderme, et donc on est au stade de carcinome in situ, ou de tumeur de Bowen, et enfin là on a vraiment le carcinome épidermoïde qui s'installe et qui prend tout l'épiderme. Cliniquement, une kératose actinique, c'est une petite plaque rouge
squameuses, donc un peu rugueuses. Souvent les patients ils vont vous dire j'ai une plaque un peu qui me gratte, et elle desquame toujours, j'ai l'impression qu'on a beaucoup. C'est toutes ces petites plaques qu'on voit et ça ressemble à cette lésion-là en gros plan. Et le carcinome épidermoïde in situ, donc la maladie de Bowen, c'est la même chose en un petit peu plus infiltré, puisque la tumeur elle était un petit peu plus évolutive dans l'épiderme, donc on a une plaque qui est souvent un peu plus épaisse. Elle peut être pigmentée sur les bords, comme on voit ici, très squameuse. Et enfin le carcinome épidermoïde, c'est vraiment ces lésions très infiltrées, c'est vraiment des nodules qui peuvent s'ulcérer très facilement. Ça ressemble vraiment à cet aspect-là. Donc au niveau dermoscopique, là encore, on a des signes assez intéressants. Les kératoses actiniques, le signe principal, c'est qu'on va avoir vraiment un lac un peu rouge avec ces petits points jaunes. On voit bien ici, on a vraiment une plaque rosée avec des petits points jaunes. Et ces petits points jaunes, ils peuvent se regrouper par 4 et former ce qu'on appelle des rosettes. Et on a alors ce qu'on appelle un pattern en fraise, ça ressemble un peu à une fraise. Et enfin, quand c'est vraiment très évolué et très squameux, on a vraiment des énormes plaques un peu jaunâtres. La maladie de Bowen, quand c'est vraiment restreint à l'épiderme, on va avoir surtout ce qu'on appelle des vaisseaux en glomérules, ces petits vaisseaux en tire-bouchon qui sont regroupés à quelques endroits. On peut avoir également beaucoup de squames. Et quand c'est pigmenté, on peut avoir ces zones pigmentées un peu diffuses, comme lui ici. Et enfin, le carcinome épidermoïde, donc sa particularité, c'est vraiment qu'il pousse, qu'il devient vraiment volumineux en 3D. Donc ces vaisseaux qu'on voyait en glomérules dans la maladie de Bowen, on les voit vraiment allongés parce que la tumeur a poussé. Donc on voit vraiment ces vaisseaux en tête d'épingle, comme ça, qui font des U sur les bords de la lésion, avec un centre toujours très squameux, avec beaucoup de structures jaunâtres. On doit avoir des énormes plages vasculaires aussi. Et un peu tout mélangé avec des vaisseaux, des petits points jaunes. Pareil, la prise en charge, je ne vais pas détailler puisque c'est pas vraiment le sujet, mais dans la kératose actinique, principalement, c'est des traitements topiques, soit des crèmes, des chimiothérapies topiques ou de l'azote liquide, ce qu'on fait très régulièrement en consultation. Pour les carcinomes in situ, souvent c'est la chirurgie quand même. Et pour le carcinome épidermoïde infiltrant, bien sûr, c'est la chirurgie avec des marges beaucoup plus grandes que pour les carcinomes vasocellulaires. Et donc pour résumer, un petit topo dermoscopie, la première chose à faire quand on a un dermoscope, c'est de vérifier si la lésion fait partie du spectre névus, bénin ou mélanome malan. Et donc on a tous ces signes qui nous évoquent une prolifération de mélanocytes. Si on n'a pas du tout ces signes-là, on va essayer de se rapporter à toutes les tumeurs qu'on connaît nous bien, qu'on arrive à identifier et individualiser. Donc si on n'a pas tous ces signes-là, est-ce qu'on a des feuilles d'érable, est-ce qu'on a des roux dentés, est-ce qu'on a des vaisseaux qui vont nous orienter vers un carcinome vasocellulaire? Si on n'a toujours pas ça, est-ce qu'on a un pattern en fraise, est-ce qu'on a des petites squames jaunes, est-ce qu'on a des vaisseaux en tête d'épingle ou en glomérules qui vont nous orienter vers le spectre kératose actinique, carcinome épidermoïde? Ensuite, il y a d'autres lésions que je n'ai pas détaillées qui sont des lésions bénignes, qui ont des patterns aussi dermoscopiques très facilement individualisables, comme les kératoses téboriques ou les angiomes. Et puis finalement, quand on est devant une lésion qu'on ne comprend pas trop et qui est apparue récemment, avec des vaisseaux un peu dans tous les sens, une grosse tache qu'on a du mal à comprendre, souvent en fait on revient vers ce groupe mélanome grain de beauté. Et donc souvent on fait de l'exérèse sans marge pour ne pas passer à côté d'un mélanome achromyque. Voilà, je vous remercie pour votre attention.